Yeah, tell me about it. No, it's not you. She's not the easiest person to get close to. There's a wall there. Trust me. Oh mon dieu, ils ont tué Bucky. Espèce Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal et on est là pour une nouvelle vidéo sur Lorcana. Aujourd'hui une vidéo particulière parce qu'on va non seulement reprendre la petite analyse des cartes qui ont été révélées ces derniers jours, vu qu'il y a 2 semaines qui sont passées, on a une douzaine de cartes à peu près dont on peut parler, donc on va pas se priver pour en parler, surtout que certaines ont été révélées très récemment durant le Lorcana Challenge de Bochum en Allemagne. Mais surtout, vous l'aurez compris au vu de l'introduction, on va parler de la news vraiment majeure pour la suite de l'Arcana, le premier errata de tout l'Arcana, tout simplement. Le premier errata de tout l'Arcana qui concerne Bucky. Alors je vous affiche l'image avec la nouvelle version de Bucky. Donc en gros, ils ont estimé que Bucky c'était trop compliqué dans la méta, c'était trop embêtant, c'était trop chiant de jouer contre, etc., etc. Bref, tous des arguments que je peux comprendre. Mais je dois avouer que de mon côté, je ne suis pas du tout fan de ce move. Il y a plusieurs raisons à ça. Alors, premièrement, Bucky, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont massacré directement. C'est-à-dire que vraiment, Bucky est passé de cartes vraiment très très fortes dans un archétype populaire à injouable. Ils l'ont mis à un coût de 3, premièrement. Maintenant, Bucky coûte 3. Deuxièmement, ils lui ont enlevé hors d'atteinte. Donc maintenant, Bucky, on peut le flinguer avec Random Gestion. Rien que ça aurait été suffisant. Bref, Random Gestion gère Bucky. Et numéro 3, et bien maintenant, il ne faut pas juste jouer un Floodborn, il faut le shift pour que ça fonctionne. J'aime autant vous dire qu'en fait, la chose que j'aime pas, c'est que n'importe lequel de ces 3 changements aurait été suffisant pour gêner Bucky. Peut-être que le changement le moins fort aurait été juste de le passer à 3, mais c'était déjà pas mal. Mais rien que le fait de lui enlever hors d'atteinte, ça veut dire qu'il peut se prendre n'importe quelle gestion de toute la méta, et donc dégager facilement. Mais en plus de ça, juste le fait de devoir shift des Floodborn plutôt que juste de les jouer, ça aussi, ça changeait tout. Et plutôt que de mettre juste une modification, ils mettent les 3, ce qui veut dire que la carte en l'état, elle est injouable. La carte, autant la bannir. Et là, on va venir au point qui, moi, me gêne le plus. Je n'aime pas les errata dans les jeux de cartes. Je viens de jeux de cartes dans lesquels il y avait différentes façons de gérer les cartes un peu trop balèzes. Évidemment, tout le monde connaît le fait d'avoir des bans dans les jeux de cartes, ce qui est une solution très efficace. Mais une autre solution qui aurait été très sexy, c'est le fait d'avoir une liste de cartes limitée. Je m'explique. Dans certains jeux de cartes, genre Trône de Fer ou d'autres du genre, on a une liste de cartes qu'on appelle les cartes limitées. Et quand tu construis ton deck, tu dois prendre une seule de toute la liste de cartes limitées. Si tu en prends une, les autres, tu ne peux pas les jouer. Après, la carte en question, tu peux la jouer en x3, en x4, selon le jeu, etc. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, l'avantage de limiter les cartes, c'est non seulement que tu peux casser des combos qui sont trop fortes, parce que si tu mets les 2 cartes en limité, en restreinte, dans d'autres jeux de cartes, c'est en restreinte qu'on dit, voilà, toi, tu es en train de faire tout ça, mais donc si tu mets les 2 cartes en restreinte, eh bien, ça veut dire que tu peux en prendre une mais pas l'autre, donc déjà la combo elle est cassée en 2, et si des cartes sont un peu trop fortes pour la méta, tu peux les mettre en restreinte, comme ça les gens doivent choisir une carte forte parmi les cartes fortes. Et si jamais Bucky c'était trop embêtant avec Diablo, plutôt que de massacrer Bucky, ils auraient pu faire une liste restreinte avec Bucky et Diablo, comme ça tu joues l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps, ce qui est problématique actuellement. Et non, ils ont fait un errata, et j'aime pas les errata parce que là, imaginez-vous qu'il y a plein de gens à partir du mois d'août, donc cette news est effective, si je ne me trompe pas, à partir du 9 août, en tout cas à partir du 7-5, ça c'est sûr. À partir du 7-5, Shimmering Sky, donc ciel scintillant, je crois, je sais plus. On va avoir cette modification, et donc tous les joueurs doivent considérer que qu'on joue Bucky, c'est ça, c'est cette version-là qu'on voit affichée là maintenant. Et le problème, c'est qu'il y a plein de nouveaux joueurs qui ne connaissent pas ce genre de choses, les errata, qui vont pas aller voir les news sur les sites internet, etc. Et donc, naturellement, ces joueurs-là risquent de passer à côté de la news et de venir en tournoi avec un deck qui est obsolète. Et c'est pour ça que j'aime pas les errata. Pareil, il y a plein de choses dont il faut se souvenir. Des fois, c'est des petits errata, genre juste un petit truc qui change et il faut s'en souvenir et tout. Parce que la carte, tant qu'elle n'est pas imprimée, on peut pas la rejouer de la bonne version. Bon, là, c'est pas gênant, parce que de toute façon, Bucky, on va pas le rejouer. On va pas se mentir. Mais donc voilà, je suis un peu triste de cette nouvelle. Non pas... déjà parce que pour moi, le problème, il ne méritait pas au point de prendre un ban dans la tronche. Encore une fois, la méta, elle évolue autour des cartes, c'est pas gênant. Je préfère qu'on invente des cartes
dans les méta suivantes qui vont résoudre les problèmes, plutôt que de juste bannir les cartes. Je préfère avoir un game design où on trouve des solutions via le fait d'avoir d'imprimer des cartes et de trouver des solutions dans les decks pour ces cartes qui sont fortes, plutôt que bannir. Maintenant, on va voir, en tout cas pour l'instant tel quel, qui me semble clairement à mettre aux oubliettes. À côté de ça, nous sommes donc ici pour parler un peu des nouvelles cartes, et on va quand même en parler bien évidemment. On va commencer avec la première de la liste que j'ai faite, donc on a une liste de combien déjà, que j'aille au bout, 12 cartes. 12 cartes qui ont été révélées, que j'ai notées de mon côté. La première qui est Remember Who You Are, souviens-toi de qui tu es, référence évidente au Roi Lion et à Simba et à Mufasa. Pour 4 non ancrables, si votre adversaire a plus de cartes en main que vous, vous en piochez jusqu'à en avoir autant. Une carte qui est très intéressante dans cet archétype-là, même si j'aurais peut-être plus vu en jaune, parce que c'est une carte qui permet tout simplement de faire en sorte d'avoir des decks rush efficaces. On peut avoir des decks rush avec cette carte-là, qui vont vomir plein de cartes d'affilée, et quand vous n'avez plus de cartes en main, vous jouez celle-là, vous remontez à un nombre de cartes en main incroyable parce que votre adversaire lui a pioché, et ainsi de suite, vous pouvez continuer la partie efficacement. Alors évidemment, dans les decks discard, ça marche pas des masses, c'est pour ça que les gens disent « Ah, en vert c'est bizarre », oui mais vert c'est pas que la défausse, qu'on soit bien d'accord. Vert, c'est surtout le fait de pouvoir déranger le plan de jeu adverse. Et surtout, vert, Diablo bien part, c'est un deck qui avait du mal à piocher. Et donc là, si jamais vous jouez pas des fausses, vous avez un outil de pioche très intéressant, surtout si vous avez tendance à vider votre main. Donc les decks jaune-vert rush ou les decks vert-violet rush aussi, potentiellement, pourraient avoir une très très bonne solution avec Remember Who You Are pour continuer à avoir des cartes en main. Je suis assez curieux de voir si cette carte va être jouée. Le problème, c'est que c'est ni une chanson et que c'est non ancrable, ce qui évidemment rend les choses compliquées. Mais à voir. À voir. Il y a des utilisations. Maintenant, il faut voir si jamais elles sont vraiment jouables, entre guillemets. Nous avons un Mickey Mouse en numéro 2, danseur enthousiaste, pour 4 ancrables, 2-4, 2 de l'or. Et tant que vous avez une mini en jeu, il gagne plus de l'attaque. Donc pour 4, une 4-4, 2 de l'or. Bah, le problème, c'est qu'à côté de Mickey, il y a Sisu, qui a le même coup, qui a un d'attaque de moins de base, mais qui gagne plus 1 par carte dans la main adverse. Bon. Bah Sisu, 100% Sisu, on va jouer Sisu, on va pas jouer Mickey, on va pas se mentir. Mini, vraiment je vais pas plus loin, mais bref, c'est juste ça, c'est Mickey il est rigolo, hein, mais Sisu est mieux, donc point. Mini, danseuse époustouflante pour 3, une 2-4, à chaque fois que ce personnage ou l'un de vos personnages Mickey Mouse défie un autre personnage, vous gagnez un de l'or. En rouge, on n'a pas tant de Mickey que ça, mais peut-être qu'avec des associations d'autres couleurs, ça pourrait faire des choses intéressantes. Je pense que c'est un peu trop compliqué pour l'instant en tout cas, de le jouer efficacement, mais je me dis peut-être qu'un jour on aura un deck full Mickey, imaginons, je sais pas, je dis rouge-violet au pif, mais rouge-violet parce qu'en fait si on joue plein de personnages avec le même nom, évidemment on peut commencer à jouer des chapeaux ou des Bruno pour essayer de les piocher et gagner du lore. Donc un deck rouge-violet avec des Mickey dans tous les sens pour essayer de gagner des points sur Bruno, sur Mini, etc. Peut-être un jour il y aura un deck qui fera ça, à voir. Là tel quel ça me vend pas vraiment du rêve, clairement je vois pas de deck qui la jouerait tel quel. Mais comme d'habitude, c'est du gameplay horizontal, c'est-à-dire on ouvre les horizons, on ouvre de nouveaux archétypes, et ça me plaît. Stitch, le fameux Stitch qui a tant défrayé la chronique, parce que vu qu'il est en train de tirer un drapeau violet, mais avec l'icône de l'encre acier, tout le monde, moi le premier, pensait « Oh mon Dieu, on a des cartes avec 2 encres ». Et ça, un jour, ça arrivera dans l'Orcana, je pense. Des cartes qui seront genre et acier et améthyste, des trucs comme ça. Donc, tu peux jouer dès que tu joues l'une des 2 encres dans ton deck. Je pense clairement que ça va se faire. En attendant, ce Stitch, bah, il est à la fois intéressant et à la fois il est non ancrable. C'est un peu le problème. Pour 4, 1, 4, 1 de l'or, 4 de vie, c'est quand même intéressant parce qu'on esquive pas mal de trucs qui tapent à 3 de manière générale. Et quand on joue ce personnage, on peut infliger 2 dégâts au personnage choisi. Donc, c'est une sorte de allumer les mèches, doublé d'un 1-4 derrière avec un de l'or. Le problème, c'est qu'il est non ancrable quand même. Alors, heureusement, vu sa capacité, mettre de dégâts, c'est quand même pas mauvais parce que, bah, clairement, Stitch, il arrive, il flingue Diablo et derrière, vous avez une 1-4, 1 de l'or. Potentiellement, si vous jouez du ambre acier, si vous jouez du Steel Song, vous pouvez encore mettre du Stitch Rockstar derrière en alter. Pourquoi pas, dans l'idée. Mais tel quel, je suis pas forcément sûr que ça va entrer dans les decks. En fait, si jamais la méta continue de tourner autour de personnages à 2 de vie qui sont insaisissables ou des trucs dans le genre, ou qui ne s'inclinent pas, clairement, ça sera une option à rentrer, je pense. Ça pourrait être très intéressant à rentrer. Mais en vrai, Perdu en hiver fait déjà une chose similaire, mais pioche en plus derrière. Bon, il n'y a pas de body derrière, mais le body, même s'il n'est pas mauvais, arrivé au tour 4, un 4, 1 de l'or, il ne va pas faire grand-chose. Hein, donc, c'est un peu le souci. Je suis un peu mitigé. Je pense que c'est une carte à tenter dans les decks.
si la méta tourne autour des personnages à 2 de vie. Si c'est pas le cas, ça vaudra pas le coup. Numéro 5, Ratigan, trouble fête, 7 non ancrables, très très cher. 5-5, 3 de l'or, avec un alter 4, insaisissable. Et vos personnages ayant moins 1 dommage sur eux gagnent plus 2 d'attaque. Une nouvelle carte qui vient renforcer 2 archétypes. Premièrement, l'archétype, j'ai des personnages avec beaucoup d'attaque, mais aussi l'archétype, je me mets des dégâts pour avoir des bonus. Et donc les cartes qui vont commencer à mettre des dégâts à vos personnages, vous leur donnez tous 2 d'attaque, et donc avec des trucs genre Li Shang, vous pouvez avoir des lore derrière et tout, bref. Il y a des choses à faire. 5-5, 3 de l'or insaisissable, c'est pas du tout des mauvais stats, loin de là, surtout qu'en fait il a que 1 de l'or de moins que Mickey Mouse Brave Petit Tailleur. Mais il coûte 1 de moins, et surtout il a un alter. Ce qui le rend quand même assez intéressant. On peut le comparer un peu à un Sisu, parce que l'alter est bien moins cher que Sisu, pour des stats relativement similaires, donc intéressant à ce niveau-là aussi. Après les alters Ratigan, il n'y a pas grand-chose de folichon, hein. Il y a le Ratigan qui permet de bannir des persos adverses, mais bon, c'est pas non plus un truc de ouf. Attends, il bannit des persos adverses? Je sais plus ce qu'il fait précisément. Est-ce que j'ai le temps? Regardez. Et du coup, oui, non, j'ai vérifié vite fait avec un petit coupage au montage. Mais donc, le Ratigan en question permet d'incliner un personnage adverse qui a peu d'attaque et de redresser votre personnage qui ne pourra pas partir à l'aventure. Grosso modo, le but c'est d'incliner quelqu'un en face pour pouvoir l'attaquer avec votre personnage qui vient de se redresser, en général. Mais il a aussi 5 non ancrables, du coup ça fait beaucoup de non ancrables. Les autres Ratigan sont pas incroyables, il y a juste le Ratigan qui est insaisissable en émeraude, 4-1 insaisissable 2 de l'or, donc on passerait... en gros, tour 4, vous jouez le Ratigan vert, et d'ailleurs, tour 5, vous faites un alter 4, ce qui est un peu pas ouf. Mais du coup, tour 5, vous avez votre Ratigan insaisissable 5-5-3 de l'or, ce qui au tour 5 est quand même pas dégueulasse. Le problème, c'est que 5 de vie, c'est consonant sur 22, donc voilà. Et il y aura toujours des moyens de le gérer un peu autrement, même si jamais 5 d'attaque, ça rend les choses un peu compliquées pour les decks rouges ou bleus, pour le coup. Donc, à voir. Je suis pas emballé par la capacité, je suis plus emballé par les stats en fait, mais la capacité peut peut-être devenir intéressante avec des decks, encore une fois, on ouvre des synergies de gameplay, et un jour, au bout d'un moment, ça deviendra intéressant forcément. Robin des Bois à 9, 6-6, 4 de l'or, incroyable. Mais pour 9 non ancrables, et ça c'est nul cependant, ce personnage coûte 1 de moins à jouer par dommage sur les personnages adverses. Je vais tout de suite taper sur le build, sur le... Ouais, le... C'est par dommage sur les persos adverses? Attendez. Ah, il y est pas encore sur les sites et tout. Attendez, je vérifie en direct là pour le coup, ce que je fais pas normalement dans les vidéos. Mais j'ai besoin de savoir si c'est par dégâts sur les persos adverses ou si c'est par perso adverse qui est blessé. Est-ce que c'est pas une erreur? Ah non, c'est pour chaque dégât. Ah ouais, donc il peut vraiment coûter pas cher en fait. Vous faites un Zeus en le chantant, ça fait qu'il coûte que 4. Et il est hors d'atteinte. 6-6, 4 de l'or. Donc 6-6, 4 de l'or hors d'atteinte. Il va clairement faire ses 4 de l'or au moins une fois. Et avec 6 de vie, c'est pas dit qu'il le fasse pas 2 fois. Bah en vrai, ce personnage est super intéressant en vert gris, hein, là, de très loin. Vert gris, peut-être vert violet en déplaçant les dégâts sur les personnages adverses, mais je suis un peu moins sûr. Bah écoutez, ça peut être un très bon finisher en vert gris supplémentaire, mais vert gris dégâts directs, pas vert gris défausse comme on a actuellement avec Bucky, Diablo, tout ça. Mais bah du coup, écoutez, vu qu'ils vont perdre Bucky de toute façon, et que le deck défausse en vert, bah il va clairement battre de l'aile. Ou alors ils commenceront à jouer plus de cartes de défausse, moins d'alter et peut-être Pringent comme il le faisait un peu Chap 2 des fois. Bah là en tout cas on a une carte qui est intéressante parce que si vous mettez un petit, je sais pas, des petits tuons à la bête, des petites Zeus sur des personnages qui restent en vie, bah vous pouvez jouer cette carte pour vraiment pas cher. Parce que clairement en vert quelque chose vous irez pas à beaucoup d'encre, ça c'est sûr et certain. A voir, ça c'est une carte que je me dis pareil, il faudrait l'essayer, il y a peut-être des archétypes à faire autour, en tout cas ça fait un excellent finisher, une excellente carte qui va finir la partie si jamais elle est jouée, en tout cas il y a des grandes chances qu'elle le fasse. Ludwig van Drake pour 5 ancrables, génie autoproclamé, pardon. Et alors ça c'est intéressant, il y a un peu du lore autour de l'Orcana encore une fois, vous voyez, il dit voyez-vous, il y a un abîme obscur au coffin de l'Orcana ne produisant aucun rayonnement magnétique. De quoi est-il fait? Je n'en sais rien, la lumière y est simplement absente, fait tout noir. Donc peut-être des spoils pour les prochains sets qui pourraient arriver, ce qui serait intéressant. En tout cas, ici, pour 5 ancrables 4-4, 3 de l'or, on pense évidemment tout de suite à Maléfique du set 1 du premier chapitre, donc qui était pour 5 3-6, 3 de l'or. Et je préfère une 3-6, 3 de l'or à la base, mais maintenant que dans la méta, il y a Medusa, ou alors Brawl avec des cubes de glace, des bagarres avec des cubes de glace, bah mine de rien, le cas d'attaque peut être utile, et, mais le rend sensible aux Zeus et aux trucs qui peuvent taper la 4 derrière, donc 2 poids 2 mesures. En tout cas, au pire, pourquoi pas jouer les deux, tout simplement, dans les decks rush qui veulent jouer bleu. À voir.
Louisa Madrigal pour 6 non ancrables, 4-8, 3 de l'or. Alors ça c'est un sacré ton qui va faire beaucoup de l'or. Et mine de rien, bah 6 c'est pas si cher pour un personnage qui fait 3 de l'or derrière. Et elle a des stats de port, vraiment 8 de vie pour la tomber au secours. 4 d'attaque, c'est un tout petit peu moins que ce qu'on voudrait. Si elle avait eu 5 d'attaque, ça aurait été parfait parce qu'elle aurait pu gérer Maui. En tout du moins, Maui n'aurait pas été une menace pour elle. Et du coup, tel quel, Louisa Madrigal, bah vraiment, elle gagne énormément de trade. Il n'y a quasiment rien dans le jeu qui peut la bannir en dégâts, en tout cas en défi directement. 8 points de vie, c'est beaucoup trop. Il n'y a rien qui tape à 8 pour si peu cher. Même Hercule, qui a charge, qui coûte 5, bah il tape pas à 8. Donc vraiment assez intéressant comme carte. Non ancrable, ce qui est clairement un problème, mais le 3 de l'or, derrière 8 de vie, 3 de l'or, c'est d'excellentes statistiques. Carte qui va être très compliquée à gérer si jamais on n'a pas du bannissement direct. En plus, elle a 4 d'attaque, donc elle évique Medusa de base. Elle est très loin de tout ce qui est brawl, de bagarre, donc Sisou, etc. Je me dis qu'il y a un monde dans lequel cette carte-là, elle peut être jouée en x1, x2, histoire d'avoir un personnage, encore une fois, une sorte de finisher qui va faire beaucoup de l'or en fin de partie. A voir maintenant. Le non ancrable pique un peu quand même, mais d'un côté, si elle n'était pas non ancrable, wow, ça aurait été vraiment beaucoup trop fort. Je veux dire, comparons-la justement aux cartes d'avant, genre Maléfique pour 5 en bleu, qui est la couleur où il y avait des bonnes cartes à 3 de l'or en bleu. Louisa, elle a 1 point d'attaque de plus et 2 points de vie de plus pour seulement 1 de coup de plus, sachant que Maléfique était déjà surstaté. Heureusement que Louisa Madrigal est non ancrable, hein, parce qu'elle a vraiment des stats de dingo. Tirer la corde, carte super intéressante ça pour le coup. C'est pas une chanson, mais pour 5 ancrables, ça c'est intéressant, on choisit entre infliger 1 dégât à tous les personnages adverses qui n'ont pas insaisissable, ou infliger 3 dégâts à tous les personnages adverses qui ont insaisissable. Et ça, encore une fois, ça peut être une très bonne carte pour gérer évidemment les decks insaisissables, mais même les decks rush, pouvoir mettre 1 dégât à tous les personnages adverses qui n'ont pas insaisissable, c'est très intéressant. Ce qui est un peu dommage, c'est que si tu mets à tous les personnages adverses qui n'ont pas insaisissable, souvent ces personnages-là ont peu de points de vie, et du coup tu te dis, ah c'est un peu dommage quand même, j'aurais bien aimé pouvoir gérer le reste. J'ai du mal à l'imaginer jouer. Je pense qu'en scellé, ce sera pas mauvais en vrai pour le coup, parce que clairement, les decks insaisissables, on dit toujours, hein, en scellé, en limité de manière générale, ouais, prenez tous les persos insaisissables, c'est trop fort en scellé. Voilà, si l'adversaire il a tiré à la corde, vous avez passé un sale quart d'heure. Mais j'ai du mal à l'avoir joué parce que c'est pas une chanson. Je pense que tuant la bête restera bien au-dessus. 2 dégâts à tout le monde, point final. C'est bien plus efficace. Donc voilà, on va pas se prendre la tête. Si jamais les dégâts avaient été inversés, si jamais c'était 3 dégâts au personnage avec sans insaisissable ou 1 dégât à ceux qui l'ont, là ça aurait peut-être été intéressant. On enchaîne avec la forêt de Charwood. Alors à partir de là, je tiens juste à remercier quelqu'un de la communauté du Discord de la Ketal TV. Et donc je revérifie le nom parce que je l'ai zappé. Mais voilà, c'est Morcadis si je me trompe pas. Ah, je suis en mode streamer, je peux pas voir le nom entier, mais je crois bien que c'est Morcadis. Qui a fait des versions un peu retouchées des cartes qu'on a vues en live, parce que les versions qu'on voit sur internet sont toutes floues ou pas vraiment très jolies. Et donc bah, merci beaucoup à lui. Les 3 prochaines cartes donc, qui ont été révélées durant le live à Bochum ont été retravaillées de son côté. C'est pour ça que le texte est un peu bizarre, mais au moins on a le bon texte avec une qualité d'image tout à fait correcte. Donc encore une fois, immense merci à lui. Du coup, la forêt de Charwood, pour 2, un lieu à 7 de vie. 2 pour entrer dedans, mais pour les Robins des Bois, c'est gratuit. C'est très intéressant, évidemment. J'adore Robin des Bois, j'adore jouer gris, tout ça, tout ça. Mais en plus, les personnages dedans ont hors d'atteinte et on peut... Enfin, ils gagnent une nouvelle capacité qui permet de les incliner de payer 1 pour faire 2 dégâts à un personnage déjà endommagé. C'est fort. C'est très fort. Et du coup, en vert, on a des Robins des Bois. En gris, on a un paquet de Robins des Bois, bien évidemment. Et là, en gros, vos personnages, vous les transformez en sorte de allumer les mèches. Mais vous dépensez pas de cartes. Et en plus de ça, vous mettez 2 mais un personnage qui est déjà endommagé. Je pense vraiment qu'il y a des choses à faire parce que vu qu'il y a le Robin des Bois à 2 en gris qui met un dégât à n'importe quoi, d'ailleurs vos autres Robins des Bois ou vos autres personnages tout court qui peuvent enchaîner des dégâts derrière, c'est super intéressant. Et en bonus, en plus de ça, bah, je rappelle tout simplement qu'il y a la bête légendaire qui est toujours présente et dès qu'il y a des personnages adverses prennent des dégâts, vous pouvez l'adresser, etc. Donc une carte qui serait très intéressante dans ce deck peut-être pour faire d'autres choses que le fameux combo avec le shérif de Nottingham et le Bayou. Donc voilà. Carte numéro 11, l'avant-dernière, Invited to the Ball, invité au bal. Pour 2 non ancrables, on révèle les 2 cartes du dessus du deck et on choisit un personnage qu'on met dans notre main et on met le reste en dessous du deck dans n'importe quel ordre. Et du coup, eh bien, les 2 cartes qu'on révèle, en gros, c'est un peu comme une sorte de petit c'est la fête qui est non ancrable. Ce qui me gêne un peu, c'est que bah, c'est la fête, on a quand même beaucoup plus de choix. C'est une chanson. Franchement, cette carte-là... Ah, pardon, j'ai mal lu. C'est toutes les cartes personnages révélées. C'est pas seulement une.
Ah, j'avais mal lu, j'avais mal lu. Donc en fait, oui, ici, c'est intéressant quand même parce que si vous avez des decks genre des Mufasa, des trucs comme ça, bah pour deux, vous avez de très très grandes chances d'avoir deux cartes dans votre main plutôt qu'une seule. Ok. Et le reste va en dessous dans n'importe quel ordre. Bah écoutez, à tester dans les decks Mufasa, le problème c'est que bah du coup justement c'est une action, donc si tu commences à rentrer des actions dans les decks Mufasa, ça veut dire que tu as plus de chances de pas choper deux personnages dans les decks Mufasa. Mais là tel quel, ouais clairement deck Mufasa, que ce soit jaune rouge ou jaune gris, jaune vert pardon, ça peut se tenter. Même si c'est non ancrable, ça vous ramènera au pire un perso, en général, et au mieux des fois ça vous en ramènera deux. Très rarement vous en aurez zéro, mais ça j'y crois pas trop quand même. Statistiquement ça devient chaud. Et la dernière carte qui est très intéressante, qui est une action à 5 pour l'encre améthyste, Finder Keepers, donc on pioche 3 cartes. C'est une sorte de... comment ça s'appelle? Mes amis de l'au-delà boostés aux hormones, parce que ça coûte 5 pour piocher 3 cartes plutôt que 3 pour piocher 2 cartes, mais ce n'est pas une chanson. Et ça, c'est bien dommage, parce que clairement, si ça avait été une chanson, ça aurait été joué de ouf, parce qu'on a déjà plein de chanteurs à 5 dans les decks améthystes acier, des trucs comme ça, et du coup, bah, ça aurait fait des trucs très intéressants. Là, tel quel, j'ai un peu de mal à l'imaginer être joué, même dans un deck Jafar qui adorerait avoir de la pioche comme ça. Je sais pas si elle serait tant jouée que ça. À mon avis, c'est une carte, tu la joues peut-être en 1 ou 2 exemplaires en max dans ton deck, et c'est vraiment en mode, ouais, ok, j'ai besoin de pioche, là, je relance la machine un peu. Après, vu que c'est pas une chanson, ça peut pas être défaussé sur celui-là. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais là, tel quel, j'ai quand même du mal à la voir être ultra jouée, majoritaire dans les decks. Maintenant, je réserve mon jugement. Je rappelle que la pioche est l'effet le plus fort dans les jeux de cartes, alors qu'Anna, c'est d'autant plus vrai. Clairement, ça pourrait quand même entrer dans les decks en x1, x2 facilement, peut-être même en plus, on sait jamais. Même si c'est pas une chanson, ça peut quand même te relancer une partie qui serait mal engagée. En fait, comme je dis souvent, c'est dans les jeux de cartes, on aime bien les cartes qui nous permettent de revenir dans la partie si on est dans la mouise, plutôt que les cartes qui nous permettent de s'assurer la victoire si on est devant. Cette carte-là fait les deux. Si vous êtes devant, vous avez le temps de piocher 3 cartes en payant 5, comme ça vous continuez d'être devant dans la game. Mais si vous êtes derrière et vous êtes dans la mouise, prendre un tour pour piocher 3 cartes, avoir des solutions le tour d'après, bah en vrai ça reste super intéressant. Et du coup c'est pour ça que je pense que cette carte, elle va être super intéressante et je pense vraiment qu'elle va être jouée dans les decks, mais pas forcément x4. Le x4 je réserve mon jugement. En x1, x2 j'y crois. Maintenant, encore une fois, il faudra voir une fois que les cartes seront sorties. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de pouvoir vous reparler un peu en vidéo et de refaire des lives. Les contenus continueront d'arriver, etc. Il y aura des annonces sur les tournois qui vont être castés par mes soins ou alors dans lesquels je vais être commentateur dans les semaines à venir, parce qu'il y a des petites annonces à faire à ce niveau-là. Et peut-être aussi un petit tournoi Ursula qui serait enregistré en amont puis commenté plus tard comme on l'avait fait pour les 7 Stitch. Donc ça on va voir. En tout cas j'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous n'êtes pas trop triste pour la défaite, la mort de Bucky. En tout cas n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, je suis très curieux d'avoir votre avis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. On est à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7RT à 10 jours du Lorcana Challenge. Alila Hyper son paroxysme, j'espère que vous êtes